Europe 1 présente C'est parti, petit stream entre amis. Salut, on reçoit ce soir Jean-Sébastien Ferjou, il est directeur de la rédaction d'Atlantico.fr. Le nouveau Pure Player, un site d'infos en ligne qui a ouvert lundi matin. Atlantico s'est positionné comme n'étant pas un site de gauche, donc un peu à droite, donc atlantiste, donc libéral, bref, que des gros mots dans la gauchosphère. Dans quelques instants, on en saura plus sur ce nouveau site avec vous. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous passerez à la question des internautes qui tweetent et qui Facebook et de nos deux journalistes, Jonathan Boucher-Peterson d'Europe 1 Soir. Bonsoir Jonathan. Et Guillaume Ledy d'OVNI.fr. Bonsoir. Qui est aussi un pure player. Absolument. De gauche ou de droite, j'en sais rien. En tout cas, ils vous poseront des questions, Jonathan Ferjou. Le principe de l'émission, vous le connaissez. Vous, auditeurs, qui regardez la vidéo peut-être en streaming, vous tweetez, vous Facebookez et on pose vos questions à notre invité. Évidemment, si vous ratez l'émission, vous pouvez la retrouver demain dans son intégralité sur Dailymotion, sur Europe1.fr et même sur YouTube. Allez, petit stream entre amis, c'est parti. Jean-Sébastien Ferjou. Comment s'est passé ce lancement en termes de pic de fréquentation et d'audience ? Mais très bien. Très bien, vraiment. C'est-à-dire. Alors, on ne vous donnera pas les chiffres tout de suite, mais Bien entendu. mieux que ce à quoi on s'attendait, vraiment. Et puis la couverture médiatique est top. Alors Atlantico, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut faire un peu la genèse de ce site qui immédiatement, dès qu'il est sorti, a été catalogué à droite ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'être catalogué à droite dès qu'on sort comme ça ? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est quoi Atlantico ? C'est un site d'infos. Et parce que c'est un site d'infos, on sort des infos. Et là, ce soir, on vient d'en mettre une en ligne sur les tensions entre le Quai d'Orsay et les rédactions parisiennes qui ont des journalistes à l'heure actuelle à Tripoli. Et ça se passe mal. Ça se passe mal, je ne sais pas, mais on peut se souvenir de polémiques précédentes qui avaient eu lieu pour des journalistes, quand des journalistes se trouvaient dans des zones dangereuses. Et là, c'est vrai que le Quai d'Orsay a fait évacuer l'ambassade de France à Tripoli. Il ne reste plus de Français à Tripoli. Il y a quelques journalistes français qui y sont. Et manifestement, il y a eu quelques explications aujourd'hui entre les rédactions concernées et le Quai d'Orsay. Et le ministère des Affaires étrangères. Oui. On ira voir ça sur Atlantico.fr. La genèse du site, pourquoi il existe et qu'est-ce qu'il va apporter de plus par rapport à ceux qui existent déjà. Je vais les citer. Mediapart, Rue 89, dans son genre arrêt-sur-image.net, OVNI.fr, Slate. Je ne parle que des pure players. Pourquoi il existe ? Parce que cette idée m'est venue, que j'ai eu envie de la porter et que j'ai réussi à convaincre des gens de m'accompagner dans l'aventure, à commencer par mes cofondateurs, et puis après d'autres, parce que c'est une vraie aventure que de construire un nouveau média. Et après, pourquoi il existe ? C'est parti finalement d'un constat personnel qui était une frustration de consommateur. Et je me rendais compte parfois que je finissais par être plus au courant de l'actu américaine. J'aime bien les États-Unis, mais c'est vraiment pas une obsession non plus. Mais parce qu'il y avait toute cette nouvelle génération de sites d'infos qui existait et dont je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en France. Et donc vraiment, mon envie, c'était de faire un facilitateur d'infos. On est sur un paradoxe où il y a de plus en plus de sources d'informations disponibles, et notamment sur le web. Certains avaient même forgé le néologisme d'infobésité. Et donc, alors que le temps d'attention, ou en tout cas le temps que les gens consacrent à l'information, lui, n'a pas vraiment évolué. C'est toujours 4-5 minutes en moyenne par jour pour ceux qui s'intéressent à l'information. Et donc, en 4-5 minutes, qu'est-ce qu'on peut apporter de différent aux gens ? Et nous, ce qu'on essaye d'apporter de différent aux gens, c'est ce que je vous disais, on est un facilitateur. On n'est pas une rédaction tout à fait classique qui a vocation à produire tout son contenu. On n'est pas non plus un agrégateur. Qu'est-ce que ça veut dire en français, une rédaction classique qui n'a pas vocation à produire tout son contenu ? Oui, voilà, c'est que c'est une équipe commando, resserrée, qu'on est sur le web, donc c'est un modèle économique qui est ce qu'il est, et qu'on ne va pas être... Ça veut dire qu'il y a des contenus qui viennent d'ailleurs ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui écrivent sur Atlantico qui ne font pas partie au sens strict de l'équipe d'Atlantico. Après, on a réussi à fédérer autour de nous un réseau, et là, depuis 2 jours, on est submergé de demandes. Et je vais vous dire, nous, on avait une peur, c'était de ne pas arriver à tenir en contenu. Et là, c'est l'inverse, c'est qu'on en a trop. On n'arrive même pas à écluser tout. Donc là, l'équipe est en surchauffe. D'accord. Mais c'est des gens qui vous proposent des contenus, mais qui veulent être pigés et payés, ou des gens qui ont de l'info on a 2 modèles. On a 2 modèles. Vraiment, quand on est journaliste, c'est un vrai métier.
et c'est un vrai travail, et ça mérite rémunération. Après, il y a une autre partie, comme je vous disais, on a choisi des gens, il y en a plus de 300, alors je n'ai pas tenu le compte, mais là, depuis 2 jours, vraisemblablement plus, qu'on a vraiment sélectionné parce que ce sont des gens dont on considère qu'ils peuvent apporter un regard différent sur l'actu ou des clés d'interprétation Il faudra différentes. mettre à jour le site d'ailleurs, parce que moi je suis allé regarder la liste des contributeurs, il n'y en a pas 300 Non, parce du que tout. le choix. Oui, je me doutais bien que les gens allaient les compter. On n'est pas surtout les journalistes. On n'est pas totalement naïfs, et on a mis pour l'instant que ceux qui avaient déjà eu un papier publié. Donc ce qui donne droit de citer, c'est le fait d'avoir écrit. C'est pas une sélection en termes de tête d'affiche. Guillaume. Non, on a regardé pour le coup le Huffington Post, c'est comme ça qu'ils ont fait. Non, c'est pour ça qu'après les analyses, on n'a même pas réfléchi à ceux qui étaient sur le site en termes d'affichage. On a juste réfléchi quels étaient les papiers, et on met les bios des papiers qui avaient été et juste publiés. Votre credo principal, j'arrive pas bien à comprendre si c'est créer de l'information, si c'est faire des éditos, des points de vue comme d'autres sites le font, ou si c'est être une porte d'entrée vers cette masse d'informations, cette obésité d'informations comme vous disiez. Donc en gros, vous êtes quoi? Vous êtes un trieur d'infos, vous êtes un créateur d'infos? Mais je vous l'ai dit, on est un facilitateur d'infos. Ouais, mais moi j'essaye de comprendre mieux, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais on est deux choses, c'est pour ça que je vous dis, on est l'échelon manquant entre une rédaction classique et un agrégateur. On est aussi une rédaction, on a aussi vocation à sortir des infos. Et là, depuis en 3 jours, je trouve qu'on s'en sort pas si mal pour un site qui vient d'être lancé. On peut faire un peu de rétropédalage, justement. 3 jours d'infos. Mais quand même, 3 infos en exclus sur Atlantico. 3 jours d'infos. En 2 jours d'ailleurs, en 2 jours et demi. 3 jours d'informations sur atlantico.fr. Qu'est-ce que vous avez sorti? Quelles ont été vos unes, si on peut encore parler de une? On ne les a pas forcément mises en une, mais hier soir, on a été les premiers à vraiment aller sur le terrain de ce qui se passait dans le milieu de l'édition, avec la grosse perquisition qui a agité tout le monde de l'édition hier, 100 enquêteurs de la Commission européenne qui sont débarqués dans les principales maisons d'édition parce que la Commission européenne enquête sur des soupçons d'entente sur le prix du livre numérique. Donc voilà, ça a été une info en exclu, effectivement, qu'on a sortie. On avait mis plus tôt dans l'après-midi une autre info qui vaut ce qu'elle vaut. C'est pas le scoop du siècle, on n'en est pas au Watergate, ni même à l'affaire Woerth-Bettencourt, mais hier, on racontait que Nicolas Sarkozy, il y a quelque temps, au moment où il a reçu les anciens premiers ministres, a essayé de séduire Lionel Jospin et de lui faire des propositions, je ne sais pas d'ailleurs si c'était des propositions à proprement parler, mais en tout cas de lui dire qu'il pouvait être utile à la République. Guillaume le dit. Je me permets de revenir sur la question initiale de David autour du positionnement éditorial. Vous étiez attendu plus ou moins au tournant comme étant le pure player de droite. On vous avait vendu comme ça, c'est pas vous, hein. Bien évidemment, on vous sentait même un peu gêné aux entournures par rapport à cette étiquette collée d'emblée, et je vous comprends Mais c'est pas grandement. Elle me gêne pas du tout. Elle me gêne pas du tout. Je trouve qu'elle est restrictive. Je trouve qu'elle ne nous définit pas. Je trouve qu'elle nous enferme dans quelque chose, mais elle ne me gêne pas du tout. Il y avait un espace à prendre quand même. On parle de gauchosphère, on parle de Mediapart. Je suis bien d'accord. Je veux dire, dire, là, oui, je peux vous dire un grand oui franc et massif. Il y a au moins un point sur lequel je suis libéral, mais avec un grand oui. C'est, je crois, à la pluralité de l'information. Et il me semble qu'il y a des gens, notamment sur le web, qui peuvent avoir tendance à se penser comme étant les seuls et uniques détenteurs du vrai, du beau et du juste. Mais à chaque fois, c'est Mediapart que vous citez en filigrane, parce que moi aussi, j'ai lu les comptes rendus de vos conférences de presse, j'ai quelques interviews. Quand à chaque fois vous faites la référence à on n'a pas besoin d'avoir été trotskiste pour avoir quelque chose à dire, enfin ce genre de mots, on sent que derrière tout ça, c'est le modèle Plenel qui vous gêne. Mais il me gêne absolument pas. Mais je trouve que Mediapart, c'est très bien qu'il y ait un média en France qui fasse de l'enquête. Après, l'investigation, c'est aussi des choses qu'on vous apporte, hein, soyons clairs. Est-ce qu'il y a un modèle économique pour vraiment faire de l'investigation en France? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça très bien qu'ils existent. Je trouve ça très bien qu'ils existent. Guillaume le dit. Alors, libéral et de droite, c'est pas des gros mots. Vous l'avez dit à votre conférence de presse de présentation du site. En revanche, le terme de libéral, il y a 2 acceptions. Il y a l'acception américaine et il y a l'acception économique pure, on va dire à la française. Est-ce que vous définissez également, vous ou Atlantico, comme libéral d'un point de vue fait de société voilà. Mais c'est ce que je vous dis, ce sont des mots qui ne me dérangent pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Très bien avec. Après, ce sont des mots. Je n'ai pas envie qu'on soit dans une chapelle. Ce qui m'a motivé, c'était je ne voulais pas de logiciel de pensée préfabriqué. Et après, ça n'est que mon point de vue. Et vraiment, je ne prétends convaincre personne parce que d'ailleurs, je n'ai pas envie d'un ton où on soit prescripteur et où on explique aux gens quoi penser et ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Mon envie, c'était justement de sortir de ça. Donc,
Donc les autres sont dans ce registre-là, c'est ce qu'on comprend quand même derrière. Dis, j'ai envie de sortir de ça. On a l'impression qu'en gros, vous regardez le marché, vous voyez les pure players. Frustration à titre personnel. Donc c'est-à-dire que les autres pure players, ils sont dans cette logique de prescription d'idées. C'est ça que vous dites. Ce qui m'a inspiré au départ, c'était. Vous pouvez aussi me dire oui ou non de temps en temps sur les questions. Ben, c'est ce que je dis. Ce qui m'a inspiré au départ, c'était le Huffington Post. Et à mon sens, mais encore une fois, je peux me tromper, ce qui a fait le succès du Huffington, c'était deux choses. D'une part, c'était ce nouveau modèle de site d'information qui ne sont pas des rédactions classiques, parce qu'ils ne produisent pas tout leur contenu. Et donc c'est un outil, ça vous facilite la vie parce que en un temps limité, vous avez accès à des tas de sources différentes et ça vous met en avant des infos, des bonnes infos. Et c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi. Et puis la deuxième chose, je pense, qui vraiment a fait le succès du Huffington Post, c'était un ton différent. Et dans un monde aux États-Unis où finalement l'establishment journalistique de la côte Est était assez hypnotisé par Fox News, pendant les années Bush en tout cas, et donc passer leur temps à donner des gages pour prouver qu'ils étaient bien assez religieux, bien assez patriotes, et on a vite fait d'être traité de socialistes ou de communistes aux États-Unis. Le Huffington, ils sont arrivés, et Arianna Huffington, elle a dit, vous savez quoi, on est démocrate et on vous emmerde. Et je pense, en France, encore une fois, ça n'est que mon avis, qu'on est un peu dans le modèle inverse, et que oui, on peut arriver en disant, on a envie d'un ton différent. Alors, je ne vais pas vous dire, oui, je suis de droite et je vous emmerde. Mais dites-le, dites-le. C'est ce que tout le monde attend. À l'inverse, vous dites, je suis pas de gauche et je vous emmerde, globalement. À l'inverse, je vous dis, oui, peut-être que j'ai pas exactement. Mais c'est pas grave, hein. Enfin, mais on a l'impression que le complexe, il est grave. plus chez vous que chez les gens qui interrogent. C'est à ce truc de pas vouloir le revendiquer, de pas vouloir. Ça peut être le credo aussi. Moi, j'ai pas envie d'être hémiplégique. Je fais marcher les deux hémisphères de mon cerveau. Donc non, il peut y avoir des choses. Je ne veux pas d'une manière de voir le monde qui serait monomaniaque. Mais vous avez beaucoup de chance en fait, parce qu'en fait vous avez une malchance, c'est que quand on dit qu'on fait un journalisme engagé, c'est comme les chanteurs. Un chanteur engagé, on voit tout de suite qu'il est à gauche, mais si un chanteur de droite a le malheur de dire qu'il est engagé, il y aura un malentendu. Vous êtes le Michel Sardou des pure players. Il faut qu'il dise qu'il est engagé à droite, sinon ça marche pas. Comment pour Mais c'est intéressant ce point-là justement. C'est intéressant effectivement parce que il y a quand même un moule qui existe dans ce milieu-là, qui n'existe pas dans le public. Mais vous ne trouvez pas que c'est un fantasme un peu, parce qu'on a l'impression que sur l'Internet, indépendamment de tous les moules, de façon très spontanée... Mais où sont les fantasmes? Je vais vous l'écrire justement, cette gauchosphère qui est pointée du doigt par des gens... Alors ça, mais c'est un mot qui m'intéresse, mais pas du tout. Je vais quand même l'utiliser, cette gauchosphère. Il est Benjamin Lancard. Benjamin Lancard, il répond à cette idée ou ce fantasme. Porte-parole des jeunes UMP, président des jeunes UMP. Qu'en gros, tout ce qui existe comme point de vue sur le net est majoritairement de gauche, en gros, pour le dire vite. Et globalement, c'est quand même dans ce contexte-là, vous vous inscrivez en disant Euro 89, Mediapart, tous ces médias-là n'offrent pas le pluralisme des idées. Moi, j'en sais rien. Mais je n'ai rien dit. D'ailleurs, je ne passe pas mon temps à commenter ce que sont les autres. Je préfère vous parler de Non, mais quand on arrive dans un marché qui est déjà un des marchés les plus riches... La seule chose qui m'a amusé dans l'histoire, c'est que quand le buzz qui nous a précédé expliquait qu'on était le Euro 89 de droite ou l'anti-Mediapart, au-delà du fait que je trouve ça extrêmement caricatural, d'une part parce qu'on n'est pas tout à fait sur le même modèle éditorial, c'était que pour le coup, personne à l'inverse n'a éprouvé le besoin, et eux les premiers, de répondre en disant bah non, on n'est pas de gauche, on est un site d'information. Et moi, c'est ce que je vous dis. Je suis un site d'info, donc je fais de l'info et je parle d'info. Donc après, Guillaume, si parfois ça passe par dire, par exemple, là, on avait un papier aujourd'hui qui revenait sur le discours de Nicolas Sarkozy dimanche. Et ben ouais, là, c'est François Tillina qui nous a écrit un papier qui comparait les discours de Nicolas Sarkozy. Le discours de Nicolas Sarkozy dimanche et les prises de parole qu'avait pu avoir Barack Obama aux États-Unis. Il disait des choses pas très éloignées sur le fond. Et de Nicolas Sarkozy, on a eu une vision en France qui n'était que sarcastique. Alors après, il a tendu le bâton pour le faire battre, comme il le fait, pour se faire battre, comme il le fait souvent en mélangeant une problématique de politique internationale et une vision historique qui existe. Mais déjà, il y a une vision un peu idéologique, parce que quand on écoute Barack Obama sur l'Égypte et le pouvoir et le gouvernement sur l'Égypte en temps réel, on s'est bien rendu compte que la tonalité n'était pas du tout la même. Mais après, encore une fois, ça c'est du point de vue, donc on n'est plus dans simplement la production d'infos, on est dans le point de vue. Justement, je pense que le point de vue qui était exprimé sur les révolutions arabes, il n'était pas très éloigné entre ce qu'a pu en dire Nicolas Sarkozy. D'accord, on n'est pas dans l'info. C'est la distinction qui, à mon avis, est essentielle, si je puis me permettre, entre le traitement de l'actu fait par votre rédaction et les contributeurs. Parce que quand on analyse un peu et qu'on feuillette
le who's who de vos contributeurs, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui sont extrêmement marqués et qui sont presque tous extrêmement marqués. Enfin, quand on parle de Sophie de Menton, quand on parle de... Mais parce que là, c'était le début. De Gaspard Koenig, de Villiers, et c'est pas grave, simplement. Pourquoi je trouve, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un décalage entre ce que vous assumez. C'est normal de ne pas avoir envie d'être limité à ça, parce que c'est pas porteur. Moi, ce qui m'a intéressé dans les papiers, on n'y a vraiment pas réfléchi. Les papiers, on les a choisis tard dimanche soir. Effectivement, Gérard de Villiers, moi, ce qui m'a intéressé dans son papier, c'est pas ce que Gérard de Villiers est par ailleurs dans la vie, ou ce qu'il peut colporter comme image, ou d'ailleurs ce qu'il a été. À côté de ça, je le connais un petit peu, je pense qu'il est beaucoup plus provocateur que réellement politiquement engagé. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était qu'il m'apportait une info, et quand il disait sourd et aveugle, ça n'est pas qu'on n'a pas vu venir la révolution dans les pays arabes, c'est qu'on s'est empêché de la voir venir. Et quand il nous explique que les postes de la DGSE, on leur interdit, alors que c'est juste leur métier quand même, on leur interdit les contacts avec les oppositions de ces pays-là, moi ça m'intéresse. Gérard de Villiers, vous pouvez lire le papier qu'il y a sur le site, il n'était pas sur un positionnement politique, il n'était pas en train de faire un décryptage politique, voilà. Mais c'est pour ça qu'on a choisi ces papiers-là. Après, vous citiez l'exemple de Sophie de Menton. Moi, je trouve que Sophie de Menton, c'est quelqu'un d'intéressant parce qu'elle a un ton différent et que justement, elle y va comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Après, ça peut avoir des aspects caricaturaux, mais c'est le jeu médiatique. On l'entend tous les jours à la radio. Et Atlantico, je vais vous dire ce que c'est aussi. C'est un espace de débat. Aujourd'hui, on a mis en ligne une publication d'un autre de nos contributeurs qui s'appelle Jacques de Guilbon et qui dit « Mais attendez, moi, je n'ai pas du tout la même vision du capitalisme que la vôtre. » Et qui dit, moi, lui qui parle d'un point de vue plus catholique, pour le coup, dit « Je ne suis pas d'accord avec la vision que vous avez du capitalisme, mais vous oubliez vite ce que le capitalisme peut induire comme pauvreté, comme souffrance sociale aussi. » Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça qu'il n'y a pas une étiquette. Après, elle ne me dérange pas. Vous pouvez me dire que je suis de droite ou que Atlantico est un site de droite. Je vous dis, c'est pas ma motivation. Mon envie, elle était autre, elle était d'apporter un ton nouveau et de surtout pas nous restreindre et nous enfermer dans des chapelles. Bon, voilà. Et encore une fois, je n'ai pas envie de dire aux gens quoi penser. Si on fait un comparatif, pardon Jonathan, si on fait un comparatif par exemple avec le Figaro en ligne, en quoi vous êtes différent? Quelles sont les options ou je vais vous répondre en tant qu'entrepreneur parce que c'est aussi une entreprise. On va parler juste après du modèle économique, mais allez-y. Non, mais sans parler de modèle économique, juste sur la cible, parce que c'est aussi une entreprise. Peut-être aussi quand on vient de télé ou de radio, on se préoccupe de son audience. Et il me semble effectivement que sur le web, pour le coup, il n'y a pas d'offre très éditorialisée quand on parle de gratuit, parce que le Figaro ou Le Point ou Valeurs Actuelles ou je ne sais pas quel média qui serait assimilé à la droite, dans leur offre gratuite, ils sont très peu éditorialisés. Et finalement, que vous Causeur, c'est un vrai lieu de débat pour le coup. Oui, Causeur absolument, mais ils sont sur un positionnement très magazine. Ouais. Causeur, moi j'aime beaucoup Causeur, mais ils sont très magazine. Oui, il y a les dimensions et d'ailleurs, ils ne sont pas non plus limités sur une chapelle. Il peut y avoir des débats bien sûr, assez intéressants de débat. Sur Causeur. Juste pour sortir du côté évidemment l'étiquette de droite, c'est un débat forcément stérile, mais qui mérite d'être posé. Vous revendiquez le côté Internet, on n'a pas le temps pour le long. Et on ne va pas revenir à Mediapart, mais il se trouve que Mediapart, il y a des enquêtes qui font des dizaines de pages. Et d'autres. Ou d'autres, non, sur Revenu aussi, il y a des papiers qui sont très longs. Et qui sont là pour faire de la pub, non, mais poser des questions. Et je ne suis pas en train de faire Mediapart bis. Non, mais quand quel vous dites intérêt Internet, à faire Mediapart tout à l'heure, vous nous disiez en gros... On fait autre chose. Vous nous disiez le temps de lecture sur Internet. Moi, j'adore me poser de temps en temps et lire Vanity Fair ou lire GQ, je ne sais pas quoi, ou lire mais vous disiez votre expertise du net, je voyais une enquête sur Pointer aujourd'hui qui disait que les papiers les plus lus sur le New York Times, en tout cas sur le New York Times Magazine, étaient les papiers les plus longs. Justement, c'est l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais c'est de temps en temps. Qui lit encore aujourd'hui, au quotidien, moi je vous assure, même lire Le Monde, j'y arrive plus parce qu'on n'a plus le même temps d'attention. Donc on fait autre chose. C'est comme France Info, c'est pas le même modèle qu'un magazine de reportage. On raconte pas ou un 20h, c'est pas la même chose qu'un flash sur une chaîne info. Ce sont deux choses différentes. Les deux existent. Sur les 20h, ils ont rallongé un certain nombre de sujets justement pour répondre à cette demande. Sur les 20h, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont raccourci la durée des 20h. On va pas se mettre d'accord. Non, ils ont raccourci la durée des 20h. On passe à la partie suivante. Une dernière question de Guillaume Ledy. C'est certainement lié au modèle économique aussi, le fait d'écrire court. Parce qu'il y a de la pub et qu'il faut augmenter. Mais sur le modèle sur lequel on est, encore une fois, qui est un facilitateur d'infos, ce qui n'est pas la même chose que de faire du magazine et des papiers magazines. Allez, voilà, on va parler du modèle économique dans un instant. Atlantico. Europe 1 présente...
Petit stream entre amis. Jean-Sébastien Ferjou est l'invité ce soir. Il est le directeur de la rédaction d'Atlantico.fr, un tout nouveau site d'information ouvert lundi. Après avoir évoqué son positionnement à droite, on va parler du modèle économique, l'argent n'ayant pas d'odeur, en tout cas d'odeur politique. Comment s'est monté le projet? Combien de temps il vous a fallu pour le mettre sur pied? D'où vient l'argent et d'où viendra l'argent? D'où vient l'argent? Il vient des gens qu'on est allé convaincre, et moi en premier, et c'était pas mon métier. Vous êtes allé voir qui? Ben, je suis allé des voir gens des riches. Ouais, Autant que possible. oui, Mieux. pas seulement, ça a pris du temps, C'est pour ça que ça m'amuse quand certains y voient un objet. Alors c'est quoi le tour de table? Quel est le tour de table? Le tour de table, ça a pris du temps, ça s'est fait en plusieurs étapes, et l'un dans l'autre, je pense que ça m'a pris 18 mois de lever l'argent pour convaincre des gens sur ce projet. Le tour de table, il y a d'abord eu des gens dont mes cofondateurs, et puis d'autres gens dont si je vous disais les noms, probablement ils ne vous diraient pas grand-chose, plus du love money, comme on dit, quand on se met à faire ça. Et puis après, on est allé voir des gens effectivement qui avaient plus d'argent, qui pouvaient nous soutenir, et qu'on a réussi à convaincre. Parce que et je vous assure qu'on a fait un business model. Il y a qui autour de la table? Vous avez vu les noms, ils ont été publiés. Il y a une non, mais pour les gens qui nous écoutent, qui regardent, ils savent pas, il faut leur dire. Oui, il y a une holding qui détient 49% donc, du capital de la société et qui regroupe, entre autres, Charles Bacbédé, Marc Simoncini, Xavier Niel et quelques autres. Qui est joliment baptisé Free Minds. Voilà, mais ça... me souvenir son mot. Ouais. Oui. Et qui ont apporté 1 million d'euros à eux tous, c'est ça? Non, ça s'est fait en différentes étapes. Eux, ils ont apporté moins d'1 million d'euros. Mais cela dit, voilà, on a réussi à convaincre ces gens-là. Je pense qu'ils sont sur un modèle d'investisseurs dans les médias qui est très différent. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Le web, ça a fait bouger la France, où la France bouge, où tout le monde bouge. On vit dans un monde quand même en accélération. Et il y a un nouvel esprit. Et vraiment, ce qui les a motivés, je crois, c'était vraiment l'attachement à la pluralité de l'information. Moi, j'ai préféré, parce qu'on aurait pu en trouver un seul, à la limite. Ce sont tous des gens qui auraient les moyens d'investir qu'eux. Et moi, j'ai préféré vraiment diversifier les actionnaires. Déjà parce qu'ils nous apportent aussi des regards et des expériences différentes. Et puis aussi parce que c'était une garantie de liberté éditoriale. Alors après, on l'a fait marquer dans le pacte d'actionnaires. C'est écrit noir sur blanc, qui n'ont rien à dire. Il y a deux choses. D'une part, je pense que vraiment eux, c'est pas ça qui les motive et qu'on n'a pas beaucoup de soucis de ce côté-là. Déjà parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision du monde les uns et les autres, tous ces gens dont on a parlé. Et puis deuxièmement, c'est pas leur envie, c'est vraiment pas leur envie. D'intervenir dans la ligne éditoriale? Ouais, c'est vraiment pas leur envie. Et puis de toute façon, c'est pas leur métier. Non, c'est pas non plus leur métier. Non, mais on pourrait imaginer que des gens aient envie d'investir parce qu'ils veuillent se payer un outil d'influence. Mais après... C'est votre expérience passée qui vous fait dire ça? Non, mais je regarde les médias, il y a différents modèles. Il y a des médias qui appartiennent, Europe 1 appartient à quelqu'un ou à un groupe, Le Point ou Le Figaro. TF1, il me semble qu'il y a des modèles différents. Il me semble qu'il y a des actionnaires principaux qui peuvent être plus interventionnistes que d'autres. Et bien là, nous, on est quand même sur une génération qui n'est pas du tout motivée par les mêmes choses. C'est vraiment des gens qui avaient envie de pluralité d'informations. Et peut-être aussi parce que ce sont des gens qui ont gagné de l'argent en étant assez innovants. Et ben, ils nous ont trouvés ou on les a convaincus. Après, vous êtes libre de penser l'inverse si vous voulez. Et gratuit payant, ça a été une question que vous avez posée. Mais ils nous ont trouvés longtemps, novateurs. Et voilà, ça les a séduits. Et gratuit payant, cette alternative, vous vous êtes posé la question longtemps ou ça a été évident pour vous que c'était gratuit? Non, moi, c'était une évidence parce que justement, on est sur un modèle, on n'est pas sur des papiers longs. C'est possible de faire payer de l'enquête quand on apporte... mais c'est un autre modèle et je ne vous dis pas qu'on n'y arrivera jamais. En tout cas, dans la première phase, c'est clair qu'on est en payant parce que je ne vois pas comment on peut faire payer de l'info généraliste à partir du moment, d'ailleurs, même Mediapart, je pense que cet été, ils se sont rendus compte certains jours des limites de leur modèle payant puisque finalement, ils sortaient des scoops et puis tout le monde, ça bénéficiait à tout le monde sauf à eux. Parce que ils étaient derrière un mur payant et quand vous pouvez lire le résumé du scoop sur un agrégateur à côté ou sur n'importe quel autre site d'info... Bon, résultat, ils perdent plus d'argent depuis cet été, donc il y a quand même des bonnes nouvelles pour eux. Mais très bien, mais moi je suis très heureux que... Et c'est plus Rue 89, donc on est obligé de trouver des comparaisons pour essayer de vous situer. Si vous voulez prendre une comparaison française, je trouve que Rue 89, ils ont bien défriché le terrain, c'est un modèle qui m'intéresse, j'aime bien le lire d'ailleurs.
en tant qu'utilisateur. Et puis oui, ils ont su diversifier leurs revenus. Et voilà, donc le premier objectif pour nous, c'était évidemment de construire la marque et de construire le trafic. Et là, le buzz qui nous a entourés depuis 2 jours est assez encourageant. Donc il faut préjuger de rien, mais quand même, vraiment, c'était un lancement. Je pense qu'il y a eu vraiment énormément de retombées. L'après-buzz est parfois un peu dur, donc il faut juste vous y préparer. Mais on y est tout à fait préparé. Évidemment que ça ne va pas durer. En tout cas, que ce niveau-là de buzz ne va pas durer. Après, comme je vous disais, on est aussi capable de sortir des infos. Guillaume. Ce soir, on en sort une. Probablement demain, on sortira une autre info en exclu. Venez sur atlantico.fr. On y était toute l'après-midi pour préparer. Et venez demain matin pour aussi. rester sur le modèle économique, messieurs, vous parlez de diversification. Est-ce que vous avez des pistes de diversification? Parce que la pub, vous avez l'air au courant de ce qui se passe dans les médias sur Internet. Ça peut rapporter un peu, si tant est que On a pris le problème à l'inverse. Pour la première phase, on s'est aussi dit, la seule chose qu'on maîtrise, ce sont nos coûts de production. Parce qu'on est aussi une entreprise, on est une start-up, et je vous assure que pour aller convaincre, justement parce que c'était des investisseurs qui n'étaient pas motivés par l'envie de se payer un outil d'influence, ils regardaient vraiment le business model. Et on a construit un business model, et je vous assure, moi, c'est un truc que j'ai dû apprendre aussi. Moi, j'ai fait plusieurs MBA à la suite, là, en me lançant dans cette aventure, en droit des affaires. Il y a quoi comme mot-clé dans la suite, en dehors de la publicité? Il y a quoi? Il y a formation, il y a mais pas forcément formation, parce que Rue 89, ils ont su développer des choses par rapport aux compétences qui étaient les leurs. Nous, on a imaginé d'autres trucs, et notamment... je ne veux pas forcément vous les dire maintenant. Ce qu'on peut dire quand même aux gens qui nous regardent... Non, mais on a des idées assez précises, on a réussi à les convaincre. Jean-Sébastien Ferjou, c'était la question. On a réussi à les convaincre. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les ressources des sites internet aujourd'hui, hormis le capital levé au départ, il y a une partie d'abonnements payants quand ils sont en abonnement payant comme Mediapart. Il peut y avoir une expertise de formation ou de consulting, comme c'est le cas marginalement pour Rue 89 ou pour Reveni, qui a son lobe de cerveau droit du côté du conseil. Il peut y avoir les sorties papier, généralement le magazine Rue 89 diversifie. Il peut y avoir les dons des généreux donateurs avec des expériences de wall où on achète des choses, plus les produits dérivés, il me semble que là déjà, ça, voilà. Il me semble que là on a une énorme richesse. C'est ce réseau de contributeurs qu'on a mis sur pied, et avant même qu'on soit sorti, avant même qu'on ait communiqué sur quoi que ce soit, alors qu'il y avait un buzz qui était assez caricatural, il y a déjà plus de 300 personnes qui nous ont fait confiance, qui se sont retrouvées dans ce qu'on leur disait, nous, en interne d'Atlantico, et qui n'était pas nécessairement la même chose que ce que les gens pouvaient en raconter à l'extérieur. Ça, c'est une richesse énorme, ces gens qu'on est allés... Et il y en a qui sont venus vers nous. Avant même que le site soit lancé, il y a des gens qui venaient vers nous en disant « Ce que vous faites, ça m'intéresse ». Et c'est ce que je vous dis, depuis 2 jours, on avait l'angoisse de se dire « Oh, mais ces gens, ils ne sont pas rémunérés, c'est sur un modèle bénévole, etc. » Donc, ils ne vont pas forcément avoir le temps de parler. Cela dit, moi, j'ai fait ça longtemps en télé, d'inviter les gens dans les tranches info, l'un dans l'autre. Vous leur demandez de venir dans un studio, ça leur prend 3 heures ou 2 heures pour aller à Boulogne pour 3 minutes d'antenne. Et Parfois, pour un papier court, ça prend un peu moins de temps. Voilà, mais d'autant qu'il y a différents modèles. Il y a des gens nous, on anticipe l'actu comme n'importe quelle rédaction, parce qu'on est une rédaction aussi, et on peut dire, dans 2 semaines ou dans 3 semaines, je sais pas quoi, il va y avoir tel projet de loi ou tel livre qui sort, on peut anticiper qu'un débat sera ça, et donc on demande des papiers d'analyse, et il y a d'autres moments où c'est des choses qui sont beaucoup plus en réactif, et on peut le faire sous forme de questions-réponses aussi. Alors justement, le Huffington Post, vous parliez des contributeurs, a été relativement critiqué parce que Ariana faisait travailler des gens gratuitement et qu'elle gagnait de l'argent avec le travail de ces gens-là. Ou elle vient d'en gagner. Ou elle vient d'en gagner pas mal, ouais. Est-ce que ça vous pose question? Quelle réponse vous faites quand un contributeur vous dit j'aimerais bien quand même être payé, t'as mis de la pub à côté de mon papier? Mais les gens ne nous posent pas cette question, pas plus qu'ils ne la posent quand ils sont invités en télé, ou pas plus. Est-ce que ce soir, vous croyez que je vais demander à David Abicard qui me paye pour m'être déplacé? Moi, j'avais l'intention de le faire. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous payez pourquoi? On va le demander tous ensemble. Peut-être que ça marchera. Non, mais ça marche aussi là-dessus. Mais tout comme moi, je suis là aussi d'une part parce que j'aime bien votre émission par ailleurs, mais bien, bonne réponse. Et que c'est rigolo de s'y retrouver quand on l'a regardé longtemps avant. Mais évidemment, c'est aussi une tribune. Chacun y trouve son intérêt. Donc, c'est la même chose. Les gens, c'est aussi... Et je vais vous dire, d'ailleurs, dans notre réseau de contributeurs, il y a 2 profils assez différents. Il y a des gens plus installés, vous citiez les noms. Il se trouve qu'effectivement, dimanche, il y avait peut-être un peu plus de cela parce que l'actu a généré ça, mais c'est pas tout à fait le cas parce qu'un des papiers qui a fait beaucoup buzzer, celui qui a été écrit par Gaspard Koenig, c'est vraiment quelqu'un de jeune. Mais il y a 2 profils. Il y a ces gens assez installés qui s'en fichent finalement parce qu'ils sont plus dans des problématiques de gagner leur vie
ou d'exposition, et puis d'autres gens qui sont talentueux, qui sont un peu plus jeunes, et que ça peut intéresser d'avoir une exposition. Et puis en plus, peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas l'espace, et peut-être qu'il y avait des gens qui ne trouvaient pas où s'exprimer, qui ne trouvaient pas où dire ce qu'ils pensent de la société actuelle. Jean-Sébastien, est-ce que vous avez eu des retours des professionnels de la profession, mais du secteur, c'est-à-dire des journalistes, d'autres pure players comme Rue 89, Mediapart? C'est pour ça que je viens vous voir ce soir. À part ces deux camarades, mais est-ce que, je sais pas... j'ai lu comme vous ce que les autres avaient pu écrire. Non, d'ailleurs, je n'ai pas tout lu parce que figurez-vous qu'il y a tellement de retombées médiatiques partout. Quand je vois la revue de presse, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Hier soir à 3h du matin, il y a ce qui s'écrit, mais vous savez très bien que cette génération de journalistes online, ils se connaissent, c'est la même génération, il y a les réseaux. Est-ce qu'ils vous ont encouragé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de confraternel ou c'est vraiment moi, je trouve la lutte idéologique? Je sais pas, je pense qu'il y a eu un ou deux papiers que j'ai trouvé. Je vais vous dire, en fait, les deux, ou peut-être il y en a eu un d'ailleurs qui était vraiment pas sympa. C'est celui de Laurent Mauduit, j'imagine. Voilà, j'ai envie de lui dire merci. Parce que c'est la démonstration par l'absurde qu'il y a besoin d'Atlantico, parce que justement, on est autre chose, on est sur un ton tellement différent. Enfin, moi, ça m'a évoqué les vieux grincheux en savate qui sont dans la nostalgie, parce que peut-être leur monde est en train de disparaître effectivement. Et nous, de toute façon, on raconte un autre monde, on raconte le monde dans lequel on vit, qui est en accélération extraordinaire, et pas effectivement avec des logiciels de pensée préétablis. Et on vit dans ce monde-là où on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Le monde d'avant 2008 pour l'économie, c'est un monde qui est nouveau et on ne reviendra pas avant la crise financière. Donc penser le monde avec comme paradigme les 30 Glorieuses, ou d'ailleurs peut-être même dans un sens encore plus large, penser le monde avec ce que l'Occident a pu être depuis 2 siècles, c'est une manière de voir les choses qui est dépassée. Donc j'en sais rien d'ailleurs si pour penser le monde dans les temps qui viennent, il faut mieux être libéral ou il faut... Et d'ailleurs pour en revenir à la droite ou la gauche, il me semble qu'il y a des problématiques qui se posent maintenant qui dépassent de très loin les questions de la droite et de la gauche. Le protectionnisme, c'est un clivage qui existe de part et d'autre. Les flux migratoires, ça agite de part et d'autre. On a déjà parlé de la question éditoriale. L'islam, il y a des visions différentes de l'islam à droite et à gauche. Est-ce que vous connaissez les gens qui vous lisent? Vous savez d'où ils viennent? On a commencé à regarder un peu. À quelle heure ils viennent? Comment ils viennent? Évidemment qu'on a commencé à regarder un peu. Je suis pas sûr que là, on puisse avoir des statistiques très justes parce qu'il y avait 3 jours et puis surtout, il y avait un tel effet de buzz. Il y a de fortes chances que vous ayez à peu près des lecteurs qui ressemblent à ceux de Rue 89 ou même de Mediapart. Mais je pense qu'il y a effectivement un socle. C'est-à-dire le lecteur accro à la presse online et qui lit tout. Exactement. C'est le premier socle. Il y a ce socle-là des gens qui sont passionnés par l'info et de toute façon, ils vont lire les titres que vous citiez comme ils peuvent venir lire Atlantico. Et puis après, notre ambition, et si on est bon, à nous de vous le prouver, ça sera vraiment d'imposer un ton différent et puis de convaincre d'autres gens. Et tout comme Rue 89 a un ton, et quand vous allez sur Rue 89, vous savez ce que vous trouvez, sur Atlantico, on est en train de développer quelque chose. Peut-être que, j'espère que vous y avez trouvé, dites-moi, un ton un peu différent, en tout cas une identité Atlantico. Des opinions, des tribunes, un modèle beaucoup plus proche de Causeur sur le plan éditorial que de Rue 89, et en même temps un modèle écho qui est plus proche de Rue 89 dans ce que vous décriviez. Mais moi je trouve qu'il y a plus d'opinions que d'infos pour l'instant. Il y a des tons mais différents. C'est pas forcément tout à fait vrai. On a sorti, c'est ce que je vous disais, on a sorti plusieurs infos en exclu. Ce soir, on a mis il y a 149 ou 189, je me souviens plus, économistes allemands qui ont publié un manifeste en Allemagne disant maintenant ça suffit. En gros, on n'a qu'à laisser les pays endettés, on n'a qu'à les laisser aller au casse-pipe. Et ça, c'est une vraie information. C'est une vraie information. Ça n'est pas que de l'opinion. Je ne dis pas que c'est que de l'opinion, je dis qu'il y a plus d'opinions que d'infos, mais c'est après si vous rentrez. Non, parce que dans la rubrique Pépites, c'est aussi des vraies infos, où Gérard de Villiers, dont vous parliez, ce sont aussi des infos. Non, mais Gaspard Koenig, quand il sort une info, il y a d'abord de l'opinion. Il sortait pas une info, en l'occurrence, il avait une vision assez cinglante et percutante et que moi je trouvais assez jubilatoire, et une de nos ambitions sur le ton, c'est justement d'être jubilatoire. Alors peut-être que ça ne vous parle pas à vous, mais que ça parlera à d'autres. C'est pas la question, je vous rassure. Mais voilà, c'était de trouver un ton qui soit fun aussi. Qui soit fun. Justement, on va vous poser quelques questions fun. C'est celle des internautes. Je vais vous les poser dans un instant à la mitraillette. Et puis, vous réagirez vite et comme vous le souhaitez. Allez, la suite. Europe 1 présente...
Allez, on y va. On commence par les questions de Facebook qui n'appellent pas nécessairement toujours des réponses. Il y a Colette qui dit « Le buzz en majorité négatif des autres sites d'infos de gauche n'est-il pas finalement un bon buzz car cela veut dire que l'avènement d'Atlantico dérange par sa marginalité et fait des jaloux ?» Point d'interrogation. Vous dites oui ou non. Moi, voilà. Je ne trouve pas qu'on soit tellement marginal. Je ne trouve pas non plus que le buzz était en majorité négatif parce que par exemple, U89, ils ont été très sympas ou d'autres. Friendly. Exactement. Et puis voilà, il y a eu un ou deux papiers un peu plus. Mais après, les gens disent ce qu'ils veulent et tant mieux. Tant mieux il faut pas être tiède. Allez, on continue. Lionel qui nous dit la révélation que j'ai entendue ce matin sur Europe 1, entrevue Sarko-Jospin. Pour le moment, je ne suis pas convaincu. Je viens de lire 4 papiers ultra courts. Encore un qui se plaint de la courtitude. Et je suis un adepte du non-verbiage ultra superficiel, sans grand intérêt. Le concept demande à mûrir. Jean-Olivier, plutôt de bons articles à première vue, mais les sujets traités ne sont guère surprenants. Un approfondissement de 20 minutes. Donc là, c'est vous voyez, il y en a qui nous trouvent superficiels. Vous réagissez quand vous voulez. Approfondit. Exactement, Eric qui nous dit pas mal fait, vivant, oui, assez super. C'est un bon site. Super canard. Allez, Eric, pas mal fait, vivant, assez superficiel effectivement, mais c'est la loi du genre, bien de droite évidemment. Pourquoi le nier? Globalement positif, pour citer Georges Marchais, il me semble, globalement positif. Laurent, en effet, jolie coquille, mais superficielle dans le traitement, un peu causerie pour causer. Je sens pas le site d'opinion qu'on annonçait, je sens pas ce nouveau vent, juste une brise. Quid des formats innovants, c'est déjà bien une etc. brise, c'est un bon début. En plus, Laurent, c'est un connaisseur. Richard qui nous dit site agréable, même si les informations sont un peu succinctes à mon goût, mais bonne initiative que la plupart des sites d'information comme Rue 89 par exemple ont une tendance à marquer vers la gauche. Vous savez, les internautes ne s'y trompent pas non plus. Richard, site agréable, ça je l'ai déjà lu, oui j'ai l'impression. Jérémy, un vent nouveau sur l'info. Force est de constater que ce sous-titre n'a pas de rapport avec l'orientation politique de son équipe. Le site ne présente en fait aucune véritable originalité, etc. etc. Julia, apparemment sur la lisibilité, c'est bien fait, mais on reste dans le journal en ligne, pas d'infos, mais que du commentaire. Vous savez, le côté éditorialisé plus que le Alors côté on devrait info. Peut-être sur la maquette, même si les gens nous ont dit qu'ils aimaient bien la maquette, remettre en plus gros quand c'est une info exclue Atlantico. Non, mais ces premiers retours, enfin les premiers retours de la première semaine sont tous bons à prendre, quoi. Il ne faut pas jouer la forteresse assiégée, parce qu'à mon avis, mais c'est pas du tout ce que je vous dis. Au contraire, je prends le conseil. Manifestement, l'internaute en question n'a pas vu qu'on avait sorti quelques infos en exclu, et donc je me disais que peut-être le cartouche où on a écrit exclu n'est pas assez gros. Alors, je suis bien d'accord avec vous, on est très attentif à ce que les gens nous disent. Hervé nous parle de désinformation. Quelle différence entre la propagande et la presse d'opinion? Tiens, oui, c'est vrai. Tiens, quelle est la différence entre la propagande et la presse d'opinion? Vous lui répondez quoi? La propagande, j'imagine qu'elle défend un intérêt ou l'intérêt d'un pouvoir, quel qu'il soit. Ouais. Mais vous, votre ambition, c'est presse d'opinion avec un S à opinion, on est d'accord? Oui, on est bien d'accord. Et pas seulement presse d'opinion. Comme je vous disais, on est un site facilitateur d'infos. Non, mais c'est même pas pour revenir sur le droit-gauche. C'est sur le modèle en soi. Ça, c'est assez clair dans l'ergonomie quand on arrive sur la première page. Non, mais voilà, mais c'est aussi parce que les gens, ils ont 4 à 5 minutes par jour. Et qu'est-ce qu'ils font? Soit ils vont regarder toujours les mêmes sites, qui Le Monde et La Tribune, qui Voici et Le Parisien, j'en sais rien. Et ils regardent tous les jours ça, et ce sont des offres qui sont bonnes en moyenne, mais sur une histoire donnée, c'était pas forcément ces sites-là qui avaient le meilleur traitement. Aussi, qui est pour le coup un agrégateur dans lequel pas tous, mais effectivement, mais c'est ce que je vous disais. Google News, c'est un agrégateur qui est généré par algorithme, il n'y a pas de regard. Donc nous, on est l'échelon manquant entre les deux, et on apporte un regard, et malgré tout, dans la sélection, ne serait-ce que la sélection d'informations, c'est déjà une opinion. Alors, on va passer à votre média training, mon cher ami, parce qu'il y a pas mal de remarques sur votre façon de répondre aux questions, et la façon dont vous êtes ce soir, ça va vous amuser. Alors, des commentaires qui partent. Alors, tiens, une question. Peut-on être de droite et sur le web? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que le web est à gauche ou à droite? C'est un débat éternel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Rémi Foral qui pose cette question sur Twitter. Il y avait un éditeur dans La Tribune hier aussi qui posait la question, est-ce que La Tribune est de gauche? Alors... Et je ne saurais trop vous recommander d'ailleurs l'article de Duc Seraf qu'il a publié chez Les Inrocks, bien que Hugues nous ait rejoint et il a un rendez-vous tous les matins qu'on a appelé Zone Franche. Et justement, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas ranger dans des cases parce que Hugues, il porte un regard sur le monde. Demain matin, il a un papier, encore une fois, que je trouve génial. Allez, je trouve génial. Non, mais si, ça peut vous intéresser. On va aller voir. Il dit sur les révolutions arabes, tiens, pendant ce temps-là, où était passé le conflit israélo-palestinien, parce que ça fait des années... On n'a parlé que de ça pendant...
Bah, pas tellement. On a parlé que de ça tellement. pendant. Allez, The New Deal, j'ai une bonne nouvelle. Lisez-le. The New Deal, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé un point commun à Atlantico et Mediapart, la plateforme Dupral. Enfin, je sais pas, oui. Voilà. Alors, il me plaît bien. Alors, David. David Desgouille nous dit: il me plaît bien ce monsieur Ferjou. Donc, visiblement, vous l'avez convaincu. Qu'est-ce qu'ils se disent? Alors, Valentin qui nous demande si la valorisation de Atlantico est publique. Bah combien ça vaut aujourd'hui? On ne sait pas, en fait, il n'y a pas d'acheteur. Bah, je sais pas. Vous avez une idée? Proposez-moi un prix, je vous dirai si je vous vends à ce prix-là. Pour l'instant, sur l'économie, c'est intéressant ce que dit Jérémy. Joli. Qu'est-ce qu'il dit, Jérémy? Alors, partir à seulement 51% de part pour les fondateurs, ça veut dire perte de contrôle à la première levée de fonds. Ça, c'est une vraie question. Mais on est déjà à la deuxième. De banquier d'affaires. Alors, vous allez garder le contrôle ou pas? On est déjà à la deuxième. À la troisième, alors. Mais Jean-Luc Lagardère, il détient quel pourcentage? Mais si à chaque fois qu'on vous pose une question, c'est juste, enfin, c'est une jolie tactique de rhétorique. C'est pas une tactique. Ils vous proche de ne pas répondre à toutes les questions. C'est mieux de répondre à la question plutôt que de dire et vous. Mais je vous ai répondu. Non, mais je vous ai répondu. On est déjà à la. Nous, on est très à l'aise sur Jean. Mais moi aussi, je suis très à l'aise. On est à la deuxième levée de fonds. Mais c'était juste sur une technique financière que je répondais. C'était rien d'autre que ça. On est déjà à la deuxième levée de fonds. Et après, on peut imaginer aussi des structures juridiques. Il me semble pas que Jean-Luc Lagardère détienne 51% de son groupe, il a une structure en commandite. Alors on est très loin de ça, on est très très loin de ça, je vous le confirme. Mais dans la gouvernance d'entreprise, il peut y avoir des actions avec des droits préférentiels qui vous permettent de garder le contrôle malgré tout. Et si Atlantico marche très bien, ça nous aidera à garder le contrôle. Mais il y a une volonté même si on reste pas majoritaire au capital. D'accord. Non, je vous réponds, c'était juste pour vous parler de technique financière, parce qu'on rentre là-dedans. D'autres tweets qui disent il répond pas complètement aux questions, et puis d'autres encore qui disent mais si, il y répond. Reposez-les-moi, je vous répondrai. Et voilà, donc voilà pour Twitter. Est-ce que vous croyez justement à la question de la contribution, aux commentaires? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce que vous êtes un croyant de ce point de vue-là, ou pour vous, ça n'est jamais qu'un courrier des lecteurs? Moi, j'avais une vraie conviction. J'avais vraiment une conviction là-dessus. Je ne crois pas du tout au journalisme citoyen, mais alors pas une seconde, c'est un métier d'être journaliste. Ce n'est pas parce qu'on lit le Vidal qu'on est médecin, c'est pas parce qu'on lit un manuel de droit constitutionnel qu'on est capable d'interpréter une décision du Conseil. Donc je ne crois pas une seconde que tout le monde et n'importe qui ait vocation à avoir un avis pertinent. Après, toutes les voix sont légitimes, évidemment, mais dans le décryptage d'actu, non. Donc c'est pour ça qu'on est quand même une équipe de journalistes, qui a d'ailleurs des signatures qui nous accompagnent dans ce projet, ou qui nous accompagnent même amicalement, de gens qui nous donnent leurs conseils, parce que c'est un projet qui a avant tout une ambition éditoriale et de fiabilité, parce que sur le web, ou en tout cas des gens peuvent penser que le web est plus ou moins fiable. Je ne crois pas que ce soit le cas d'ailleurs pour les sites d'info, mais on est vraiment dans ce souci-là d'être fiable. Et je pense en revanche, pour finir sur le journalisme citoyen, qu'on s'est trompé sur ce que pouvait être le web 2.0 en pensant que c'était n'importe qui pouvait produire du contenu. C'est pas ça. Les gens participent à la diffusion du contenu. C'est la manière dont ils s'emparent de ce que vous écrivez chez vous. C'est ça qui est important. Et c'est ça le web 2.0. C'est comment l'info. Et c'est pour ça qu'on essaye de créer un ton dont j'espère qu'il séduira, un peu différent, parce que un édito très classique, il y a des gens qui font des éditos magnifiques, qui intellectuellement sont très intéressants, qu'on n'a pas forcément envie de mettre sur son mur Facebook. Hugues, pour revenir à Hugues, qui a quitté Les Inrecuptibles et qui est inclassable. Rue 89, il a quitté, qui écrit sur un ton, ça on a envie de le mettre sur son mur Facebook. En tout cas, moi, ça c'est un truc que j'aurais envie de mettre sur le mien, de rebalancer à mes amis. Et sur l'anonymat des commentaires, il y a cette question qui se pose. Est-ce que vous pensez qu'un internaute qui décide de venir commenter le travail d'un journaliste, d'un contributeur, quel que soit l'article, doit dire qui il est quand il avance un point de vue? Pas nécessairement, non, pas nécessairement. Enfin, manifestement, les gens disent pas la même chose quand ils sont anonymes que quand ils ne le sont pas. Mais non, de la même manière que les blogueurs peuvent dire des choses différentes s'ils sont anonymes, et que après tout dépend de quoi vous êtes en train de parler en fait. Mais pour les commentaires, c'est pas le cœur, c'est pas l'ADN d'un site. Les commentaires, ça peut participer à une communauté, mais ça reste pas l'ADN d'un site. L'information, encore une fois, moi je crois au journalisme et je défends ce modèle-là et je crois à mon métier. On va terminer sur cette profession de foi avec juste une ultime question de ma part. Est-ce que vous pourriez être le premier pure player auquel Nicolas Sarkozy donne une interview? Est-ce qu'on pourrait oui, j'espère bien. Vous l'ambitionnez, vous le préparez, vous y allez là. Ce serait quand même un événement. Arnaud Dacier est là pour ça, par exemple. Non, Arnaud Dacier, vous y pensez ou pas? Arnaud Dacier, il n'est pas du tout là pour ça. Pensez? Arnaud Dacier, c'est quelqu'un qui a une super expérience pour tout ce qui est marketing sur le web. Après, Arnaud, qui est actionnaire, minoritaire, vraiment minoritaire par rapport aux gens dont on a parlé tout à l'heure,
Arnaud, tout comme les autres actionnaires, n'est pas là au quotidien et Arnaud n'intervient pas sur la ligne éditoriale. Après, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est un copain et je le trouve, ses conseils sur la technique, sur le marketing, oui, très intéressant à écouter. Mais il n'est certainement pas là pour faire le go-between avec l'Élysée. Faire le go-between avec l'Élysée ou avec qui que ce soit d'autre. D'ailleurs, je vais vous dire, non, ce à quoi Arnaud nous a été très utile, c'était de faire le go-between avec des gens du web qu'on ne connaissait pas forcément, parce que, comme je vous disais, nous, on est plutôt une équipe qui vient à l'origine de télé et de radio. Alors, maintenant, quand même, on fait un peu plus que commencer. On maîtrise mieux les spécificités de ce support-là. Mais c'est vrai qu'Arnaud fait partie, pas seulement, il y a Alain Johannes aussi, qui est un des pionniers du web, qui est un type absolument génial, et qui nous fait d'ailleurs un truc. Regardez, David, ça peut vous intéresser. On a des rendez-vous quotidiens sur Atlantico. Non, il n'est pas tous les matins, Alain. Il fait le mardi arrêt sur idée. Ah oui, c'est ça. Ça peut peut-être vous amuser. Et c'est une fois la semaine écoulée, on revient sur quelles ont été les idées échangées dans le débat intellectuel. Une fois le tourbillon médiatique, la poussière des tourbillons médiatiques retombée, c'était quoi en fait les vrais arguments Alain Johannes qui a un blog excellent, ou plusieurs d'ailleurs, qui enseigne le journalisme et qui a un blog qui s'appelle Journalistique. J'étais content de réussir à séduire des gens comme ça, et pas seulement. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui nous regarde avec beaucoup d'attention ou d'amitié, Marilyn Delbourg-Delphis, qui était la première Française à s'installer dans la Silicon Valley. Elle nous a recommandé justement un truc qui est assez génial pour publier les commentaires sur Facebook et sur Twitter, qui s'appelle Objective Marketer. Vous avez remercié tout le monde là ou pas? Il en manque. Allez, Jean-Sébastien Ferjou. Ma grand-mère. Bah oui, bien sûr, votre grand-mère, Jean-Sébastien Ferjou. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Atlantico.fr, qui attaquera lundi prochain sa 2e semaine d'existence. Bon courage. Je vous souhaite de décrocher cette interview de Nicolas Sarkozy, qui est la mère des batailles. Quant à vous qui nous regardez, vous pourrez nous retrouver, si vous n'avez pas vu l'émission ou pas entièrement, sur Dailymotion demain, sur Europe1.fr, sur YouTube. Il me reste également à remercier les 2 personnes qui vous ont interviewé. Jean-Sébastien Ferjou, je veux parler de Jonathan Boucher-Petersen d'Europe 1 Soir. Merci David. Et de Guillaume vous aussi, Ledy. Remercier tout le monde. Et bien entendu, c'est la moindre des choses. Merci à vous. Et Guillaume Ledy, merci allez, taisez-vous tous. Guillaume Ledy, devni.fr. Allez. Petit stream entre amis, c'est terminé. À la semaine prochaine. Ciao.